Delatte. Christophe Delatte. L'histoire de François de Grossouvre qui se suicide dans son bureau à l'Élysée en avril 1994. Grossouvre, dans son genre, avait une place à part à l'Élysée, un peu comme Alexandre Benalla, même si la comparaison s'arrête là. J'ai bâti mon histoire en m'appuyant sur un livre, le vôtre, Raphaël Baquet, Le dernier mort de Mitterrand, chez Grasset, qui est un carton en librairie. Vous avez remonté le fil du suicide et surtout de cette amitié entre François de Grossouvre et François Mitterrand, pour arriver à la conclusion que sans doute François de Grossouvre s'est suicidé à cause d'un chagrin d'amour. Et son amour s'appelait François Mitterrand. Voici cette histoire. Je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Delatte. Nous voilà donc un soir d'avril 1994 à l'Élysée, dans la dernière ligne droite du règne de François Mitterrand. Il est malade, il a fini par le reconnaître, il lui reste un peu plus d'1 an à régner. Il est 19h40, le palais est déjà quasi désert, le temps est au crachin, le décor est un brin lugubre. Dans l'aile ouest, côté avenue de Marigny, un gendarme du GIGN poireaute sur un divan. Il attend son patron, François de Grossouvre, l'un des plus proches amis du président. Il doit le reconduire chez lui, il regarde sa montre, il est 8h moins 10. Quelques secondes plus tard, le gendarme entend comme un coup de feu mais assourdi. Il se précipite dans le bureau et il trouve Grossouvre dans son fauteuil, les jambes croisées, un 357 Magnum à la main. Il n'a plus de visage, le haut de son crâne a disparu, il y a du sang partout et des bouts de cervelle sur les murs, au plafond. François de Grossouvre, 76 ans, s'est suicidé. Le garde du corps a un haut-le-cœur, il sort du bureau, blanc comme un linge, et il dit « Grossouvre s'est tiré une balle !» Et c'est le branle-bas de combat. On appelle le jeune aspirant qui assure la permanence médicale, et puis le directeur de cabinet du président, Pierre Chassigneux, qui rentre dans le bureau avec 2 gendarmes du GSPR, le groupement chargé de la sécurité de la présidence de la République. Arrive ensuite le docteur Claude Calfon, le médecin du président, c'est lui qui appelle une ambulance de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Il faut évacuer ce cadavre, il faut protéger le président, on ne se suicide pas à l'Élysée. Et là débarque Michel Charasse, conseiller de François Mitterrand, fidèle parmi les fidèles. En bras de chemise et en bretelles, un sanguin. Il déboule pile au moment où les gendarmes sont sur le point d'emmener le corps. Déplacer le corps ? Mais c'est la dernière chose à faire. Enfin, imaginez si la presse s'en rendait compte, avec tous les témoins. Non. Vous laissez tout en état. D'ailleurs, on ne sait jamais, ça pourrait être un acte criminel. Et vous appelez tout de suite le préfet de police. Là-dessus, un gendarme du GSPR, de sa propre initiative, se met à courir vers le bureau de Mitterrand. Il passe devant la secrétaire médusée et il entre sans frapper. Monsieur le Président, François de Grossouvre, il s'est suicidé, dans son bureau. Mitterrand blêmi, il se recroqueville dans son fauteuil, il a le teint encore plus cireux que d'habitude. Il est sonné. Je ne comprends pas. Et là, Michel Charasse, Pierre Chassigneux et la secrétaire générale adjointe, Anne Lauvergeon, débarquent à leur tour dans le bureau. Et assez vite, chez Mitterrand, l'animal politique reprend le dessus. Il s'est tué dans son bureau, parce que c'est un endroit qu'il aimait. Ça ne lui ressemble pas de s'être tué. Mais il devenait sénile. Tenez, demandez à Védrine. Un jour, il est entré dans son bureau, il s'est arrêté sidéré, il ne savait plus où il était. Et puis il ne supportait plus l'idée de vieillir. Toutes ces fioles qu'il trimballait partout, contre l'impuissance. Et tous ensemble, ils se demandent comment ils vont l'annoncer. De son bureau, le journaliste de l'agence France-Presse accrédité à l'Élysée, Pierre Favier, remarque très vite de l'agitation chez les gardes républicains. Alors il alerte sa rédaction et il appelle le secrétariat de l'Élysée. Charasse lui-même le rappelle. Pierre,
Le président me demande de te dire que François de Grossouvre a été retrouvé mort. Dans son bureau. Le suicide de François de Grossouvre, ce proche de François Mitterrand depuis une trentaine d'années, s'est suicidé d'une balle de revolver dans le bureau qu'il conservait dans l'aile ouest de l'Élysée. Alors il faut que je vous dise maintenant ce qui les unissait, tous les deux. Mitterrand et Grossouvre. Ils se connaissaient depuis 35 ans, depuis l'hiver 1959. Ils se rencontrent au cours d'un dîner organisé par Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil de la 4e République, au Berkeley, pas loin des Champs-Élysées. Dîner auquel assiste Françoise Giroud, la directrice de l'Express. Grossouvre est l'un de ses soutiens financiers. À cette époque, Mitterrand a 43 ans. Il a encore des cheveux, bruns, gominés, plaqués en arrière. Il a déjà roulé sa bosse, il a été 12 fois ministre sous la 4e. Mais là, en 59, il est dans le creux de la vague. François de Grossouvre, lui, est un peu plus jeune, 41 ans. C'est un aristocrate, un Lyonnais, qui a fait un bon mariage, comme on dit. Il a épousé la fille d'un grand industriel du sucre. Très bonne affaire. Physiquement, il sort tout droit de l'Ancien Régime. Barbichette d'aristocrate, veste de tweed, un côté un peu suranné. Au cours de ce dîner, disons que Mitterrand sort le grand jeu. Il est brillant, éloquent, drôle, de l'esprit, de la culture. Grossouvre est envoûté. Et comme il a lui-même un peu de répondant, il plaît aussi à Mitterrand. Ils sont de la même génération, ils sont capables de se raconter leur guerre de 40 et ils sont provinciaux tous les deux et fiers de l'être. Mendès France dira un jour « J'ai l'impression d'avoir assisté à un coup de foudre ». Donc Mitterrand a un nouvel ami riche. Quelques années plus tard, il l'embarque dans la campagne pour la présidentielle de 65, contre De Gaulle. Grossouvre, avantage, paye les meetings et les voyages. Et il écoute Mitterrand parler. Et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Et il finit par se convaincre que Mitterrand deviendra un jour président de la République et que donc à ses côtés, un grand destin l'attend. Ce qui fait qu'on retrouve Grossouvre dans le giron de la campagne suivante, celle de 74 contre Giscard, toujours dans le rôle de financier. Pour cette campagne, Grossouvre monte une pompe à fric redoutable. Urba Graco. Je vous explique. Il s'agit d'une société de conseil spécialisée dans l'implantation des supermarchés en France. Et voilà la filouterie. Quand une commune de gauche veut implanter un supermarché, hop, elle sollicite Urba Graco. Grossouvre encaisse une commission de la part de l'épicier. En échange, l'autre peut construire sa boutique et il refile l'argent au Parti socialiste via de fausses factures. Magique. Mais le rôle de Grossouvre dans cette campagne de 74 ne se limite pas à ça. Il lui arrive aussi de conduire Mitterrand. Et vas-y qu'on s'arrête dans des auberges, et vas-y qu'on commande des plats du terroir, on parle des femmes, un drôle de couple. Mitterrand dans ses pantalons de velours hors d'âge, Grossouvre tiré à 4 épingles qui refont le monde autour d'un petit salé aux lentilles. Il se vous voit, d'ailleurs. Vous connaissez la suite. Mitterrand perd la présidentielle de 74. De justesse, 49-51. Le soir de la défaite, il dit à Grossouvre: « Je suis déçu. Si on savait se battre, ça pourrait marcher. » Ce qui revient à lui donner rendez-vous pour 1981. Mais à partir de ce moment-là, il y a autre chose qui va les rapprocher. Depuis plus de 10 ans, Mitterrand a une maîtresse, Anne Pinjot, la fille d'un industriel de Clermont-Ferrand. Grossouvre est au courant, bien sûr.
Il s'en fiche royalement. Mais en 1974, pendant la campagne, Anne Pinjot tombe enceinte de Mitterrand. Une petite fille prénommée Mazarine, née le 18 décembre 1974. Dans la seconde où elle vient au monde, elle devient un secret vivant. Mitterrand pense que si on sait, si les Français savent, il peut dire adieu à l'Élysée. Et revoilà l'ami Grossouvre. Quelques mois après la naissance de Mazarine, il propose à son ami de venir passer un week-end dans sa maison de La Trévesse, dans l'Allier. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec Anne, hein, et avec la petite Mazarine? C'est l'endroit idéal pour goûter à un peu de quiétude. Et c'est vrai que l'endroit est idéal. Une grande maison 18e, tout en longueur, et un peu à l'écart, un petit pavillon isolé. C'est là que Grossouvre installe Mitterrand, sa maîtresse et sa fille. Et ils s'y plaisent, et ils y reviennent. Il y a une piscine, un tennis, des bois pour se promener, c'est simple, le pavillon s'appelle maintenant la Maison de François. Cher ami, j'ai une demande à vous faire. Accepteriez-vous de devenir le parrain de Mazarine? Oh, bien volontiers, François, bien volontiers. Tout ça pour vous dire à quel point ils étaient proches. Arrive la campagne de 1981. Mitterrand se présente contre Giscard. François de Grossouvre retrouve ses fonctions financières. Mais pas que. Il joue aussi un rôle capital entre les deux tours. Vous allez comprendre. Giscard et Mitterrand se retrouvent face à face. Chirac n'a pas réussi son coup, il est éliminé. Si Chirac soutient Giscard qu'il déteste, Mitterrand est fichu. Mais si Chirac consent à être un peu mou dans son ralliement à Giscard, c'est jouable. Alors, si on lui faisait un petit cadeau pour le convaincre. Mitterrand charge Grossouvre d'aller voir Jacques Chirac à la mairie de Paris. Et le cadeau consiste à s'asseoir d'avance sur une promesse faite aux Français. Monsieur Chirac, je suis chargé de vous annoncer au nom de François Mitterrand que nous maintiendrons le scrutin majoritaire à 2 tours pour les législatives. Nous savons que vous y êtes attaché. Ah bon? Mais Mitterrand a promis la proportionnelle dans son programme. Oui. Pour se ménager les bonnes grâces du Parti communiste, mais je peux vous assurer qu'il est décidé de ne pas instaurer la proportionnelle. Chirac, dans la foulée, annonce qu'il laissera ses électeurs voter en conscience. Il dit mollement que lui votera Giscard. Et Grossouvre est avec Mitterrand à Château-Chinon quand on annonce la victoire. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Et Mitterrand, ce soir-là, se penche à son oreille et lui dit « Vous serez à mes côtés. » Bien entendu. Alors maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il s'est tué, quelles étaient ses fonctions exactes à l'Élysée? Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose qui pourrait expliquer son suicide? Au début, en 1981, François de Grossouvre s'installe au cœur de la machine présidentielle. Il choisit lui-même son titre, chargé de mission auprès du président de la République. Et quand on lui demande à quoi ça correspond, en général, il répond « Je suis chargé des services spéciaux ». C'est lui qui choisit son bureau dans l'aile ouest de l'Élysée. Il réclame qu'on le capitonne. C'est pour qu'on n'entende pas ce qui se dit entre ses murs. Il s'attribue un appartement de 250 mètres carrés au 11 quai Branly, qu'il meuble avec du mobilier national. Appartement dans lequel, tant qu'à faire, il installe aussi sa maîtresse, Nicole. Il réclame une voiture, un chauffeur, un garde du corps, un port d'armes et des secrétaires habilités défense. À part ça,
son accoutrement fait sourire dans les couloirs. Sa barbichette, sa moustache, ses allures de conspirateur, son grand imperméable en cuir noir, très années 40 quand il pleut, sa cape en laine quand il fait froid, ses pulls assortis à ses chaussettes, ses chapeaux, sa toque de fourrure de loup en hiver et son canotier genre Maurice Chevalier en été. Dans les couloirs de l'Élysée, ça fait marrer tout le monde. Mais c'est vrai qu'au début, Grossouvre est vraiment dans l'intimité du président. Plusieurs fois par semaine, le soir, vers 7h30, il va le chercher dans son bureau et ils partent bras dessous, flâner sur les quais de Seine, faire le tour des bouquinistes. Mais surtout, Grossouvre accompagne Mitterrand rue Jacob, où vivent Anne Pinjot et leur fille Mazarine. Et d'ailleurs, assez vite, Grossouvre estime que la sécurité du président, de sa maîtresse et de sa fille ne sont pas assurées. Il convoque l'ancien patron du GIGN, Christian Proto, il lui demande de constituer une équipe d'élite pour assurer la sécurité du président. Ce sera le fameux GSPR, Groupement de sécurité de la présidence de la République. Et c'est lui qui suggère à Mitterrand d'installer Anne et Mazarine dans le 5 pièces qui est juste en dessous du sien, au quai Branly. Ce qui fait que désormais, le soir, Mitterrand et Grossouvre rentrent ensemble jusqu'à leurs appartements respectifs. Alors à quoi sert François de Grossouvre ? Sachant qu'il ne participe à aucune réunion de cabinet, ni à aucune réunion de conseillers. Il a ses réseaux. Son père a été banquier au Liban, il connaît les Gemayel. Il chasse avec le roi Hassan II du Maroc, et aussi avec le président Bongo du Gabon. En Syrie, il connaît très bien la famille Al-Assad, et il a même des contacts en Corée du Nord. Bref, Mitterrand a besoin de lui pour doubler la diplomatie et les services secrets. Sauf qu'en vérité, Grossouvre ne connaît rien, ni à la diplomatie, ni au renseignement. Et il agace beaucoup les conseillers du président, avec ses « le président m'a dit »,« le président m'a demandé »,« le président souhaite que ». Un jour, Mitterrand lui-même finit par lui dire « Je vous interdis de parler en mon nom. Je vous interdis de vous prendre pour moi. » Les choses se compliquent quand en juillet 1984, Mitterrand nomme un nouveau ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, et un nouveau ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe. Ces deux-là l'ont dans le nez, et ils bloquent toutes ces initiatives. Alors au printemps 1985, Grossouvre envoie un billet à Mitterrand. « Je crois qu'il vaut mieux que je démissionne. » Mitterrand ne répond pas, il ne le retient pas. Et l'arrêté qui met fin à ses fonctions est publié le 12 juin 1985. Mais croyez-vous qu'il quitte l'Élysée ? Non, non, pas plus que l'appartement du quai Branly, il reste président du comité des chasses présidentielles. Et donc on continue de voir passer son ombre dans les couloirs de l'Élysée. Écarté, isolé, amer, très amer. Au point qu'il commence à bavasser auprès des journalistes, et aussi auprès d'un juge, la bête noire de l'Élysée, le juge Thierry Jean-Pierre, qui enquête sur le financement occulte du Parti socialiste. Il lui déballe une partie de ses secrets, et il lui explique aussi, au passage, qui est Anne Pinjot. Et surtout, il lui ouvre ses archives personnelles stockées dans sa propriété de La Trévesse. Quand Mitterrand apprend ça, il le fait venir illico. « Comment avez-vous pu parler à ce juge ? Enfin, vous savez très bien qu'il s'agit d'un ennemi. Et vous ne devez pas conserver les archives de la présidence, n'est-ce pas ? Vous allez rapporter ici vos papiers et les confier à Charras. Ils seront plus en sûreté dans un coffre de l'Élysée. Il n'en est pas question. Vous êtes entouré de bandits. Vous ne pouvez pas dire ça. Non seulement je vous le dis, mais je peux le prouver. Je vous l'interdis. » Cette fois, la rupture est définitive. François de Grossouvre est devenu un traître qui se sent persécuté. Il le dit à un journaliste. « On est en train de monter une affaire contre moi. Je suis lâché par tous. C'est sans issue. » Le jour de son suicide, il déjeune avec son fils aîné, Patrick. « Le président m'a mis sur écoute, figure-toi. Il me fait suivre. Regarde ce type là-bas. Là. Il est partout où je me trouve. »
Ce jour-là, vers 17h30, le docteur Soubiel, un vieil ami, lui rend visite dans son bureau. Il le trouve dans un état épouvantable, amer, morbide. Il parle de se suicider. Alors quand il le quitte, Soubiel va prévenir Mitterrand. « Monsieur le Président, je trouve votre ami François très mal. Il parle de suicide. Je crois qu'il faudrait l'hospitaliser. » Mitterrand se tourne vers sa secrétaire générale adjointe, Anne Lauvergeon. « Anne, il faudrait voir ce qu'on peut faire pour Grossouvre. » 2 heures plus tard, un coup de feu retentit dans l'aile ouest de l'Élysée. François de Grossouvre est mort. Juste après la découverte du cadavre, les gendarmes du GSPR interrogent le personnel de l'Élysée. À part le garde du corps de Grossouvre, personne n'a entendu de coup de feu. Mais il faut dire que le bureau était capitonné et doté d'une double porte. Ensuite, arrive la police judiciaire. Le patron en tête, Claude Cancès, accompagné du substitut du procureur Bernard Pagès. Les policiers retrouvent la balle, nichée dans le plafond. Ils relèvent des empreintes, ils trouvent de la poudre sur les mains de Grossouvre, et ils établissent qu'il n'y a eu ni intrusion dans l'Élysée avant le coup de feu, ni fuite après. Vers 8h30, Mitterrand appelle lui-même l'un des fils de Grossouvre, Xavier, pour lui annoncer la nouvelle. Un autre fils, Patrick, le rappelle un peu plus tard. Il veut venir à Paris tout de suite. Mitterrand le dissuade d'aller chez son père. « Ça n'est pas la peine d'aller chez lui. Il n'y a plus rien là-bas. Nous allons le faire transporter au Val-de-Grâce. Demain matin, je vous recevrai. » Eh oui, chez lui, Quai Branly, il y a la maîtresse, Nicole. Et juste en dessous, il y a Anne Pinjot et Mazarine. Mitterrand raccroche, il se tourne vers Michel Charasse. « Michel, il faut déménager Nicole, n'est-ce pas, hein? Occupez-vous-en. » Une voiture du GSPR file discrètement au 11 Quai Branly, avec 2 missions. 1, déménager Nicole. 2, faire le ménage, avant la perquisition de la police judiciaire. Nicole fait ses bagages, elle vivait là depuis 13 ans. Et les gendarmes se mettent à fouiller le 5 pièces, tiroir après tiroir, étagère après étagère, en prenant soin de tout bien remettre en place. Ils tombent sur une boîte de munitions, du 357 Magnum. Ils la laissent à sa place. À 23h, ils ont fini, et ils emmènent Nicole et ses bagages. Quelques minutes plus tard, débarquent les policiers de la police judiciaire. Ils ne trouvent aucune lettre laissée par de Grossouvre pour expliquer son geste. Ils embarquent la boîte de munitions et l'enquête conclut à un suicide. 4 jours plus tard, le 11 avril, ont lieu les obsèques dans l'église Saint-Pierre de Moulins, dans l'Allier. La famille a fait passer le message. « Nous pensons qu'il vaudrait mieux que Mitterrand ne vienne pas à l'enterrement. » La chef de cabinet du président répond « Voyez-vous, le président tient à y assister, et vu le contexte, il est absolument inenvisageable qu'il ne vienne pas. » La porte de l'église grince, François Mitterrand et Pierre Jox font leur entrée. Le fils de François de Grossouvre se détourne pour ne pas leur serrer la main. Vers 10h40, le visage impénétrable, François Mitterrand entre dans l'église et prend place auprès des proches de François de Grossouvre, sa veuve Claude, ses 6 enfants et ses petits-enfants. La dernière fois que le président de la République s'était rendu sur les terres de son ami à Lusigny, c'était en septembre 1992, à la veille du référendum sur le traité de l'Union européenne. Ce fut ici leur ultime soirée intime. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.